Bienvenue au 31e Salon international du livre de montagne de Passy. Pour retrouver aujourd'hui nos deux invités, Pascal Brun et François Suchel. Je crois qu'on a entendu hier le bruit assez monotone d'un bourdon qui remontait le long de la forêt et qui se dirigeait vers les montagnes. Et c'était probablement celui de Pascal Brun. En tout cas, c'est ce que l'on a évoqué. Et dans un récit vraiment chaleureux et sincèrement admiratif, François Suchel, qui est commandant de bord, et écrivain et cycliste aguerri, il nous embarque cette année dans le cockpit de Pascal Brun et il nous fait partager ses émotions, ses frayeurs, ses espoirs, des espoirs du Joker, cet homme qui est appelé en recours, en sauveur, parce qu'il est un virtuose de l'héliportage et du secours au pays du Mont-Blanc. Ils ont tous les deux co-signé un livre aux éditions Guérin, dans la collection Guérin de chez Paulsen, Le Joker, qui relate donc la vie de ce pilote hors norme dont la carrière est impressionnante, et d'autant plus impressionnante que ce goût du pilotage lui est venu dès l'enfance. Merci Michel, bonjour à toutes et à tous. Oui, je suis un petit peu gêné par une présentation pilote hors norme. Je fais mon métier, je le fais avec passion et je pense que c'est pour ça que je peux faire des choses que vous jugez hors norme, mais qui somme toute restent tout à fait dans la norme, puisque la mécanique elle-même nous impose des limites. Et donc, c'est pas au-delà de ces limites que l'on va, puisque si on les franchit, la sanction est généralement terrible. En tout cas, merci de cette présentation, elle me touche. C'est un livre, effectivement, qui relate un peu plus de 30 ans de vol dans le massif du Mont-Blanc. Un rêve d'enfant, puisque c'est dans la cour de l'école, quand j'étais gamin, que je me suis dit qu'un jour, il faudrait que j'aille moi aussi là-haut, en regardant des hélicoptères travailler sur les flancs de la vallée de Chamonix pour débarder du bois, puisqu'à l'époque, c'était quelque chose qui se faisait assez régulièrement. J'ai eu le plaisir d'avoir à mes côtés un collègue, si je puis dire, François, qui est pilote sur 777, sur 777, un Boeing. Il est chez Air France un de ces hommes qui permettent de traverser la planète en quelques heures. On ne fait pas du tout le même métier et c'est ça qui était extrêmement intéressant et amusant, c'est que François s'est retrouvé dans une machine qui vibre, lui qui est habitué à la douceur de son appareil, avec des vitesses qui sont très très loin de celles auxquelles il est habitué, puisque l'hélicoptère vole très doucement, et François, lui, est habitué à des vitesses qui sont beaucoup plus grandes. Donc ça a été assez amusant, ce premier contact, et il en est ressorti, je dirais, un reportage de ces moments passés ensemble que je trouve sympathique à lire. J'espère qu'il vous plaira pour ceux qui ne l'ont pas encore acquis et qui seraient tout à le faire. Vous avez tous les deux la tête dans les nuages, mais pas tout à fait de la même façon, parce que être pilote de ligne et se retrouver dans le cockpit d'un hélicoptère, les sensations sont radicalement différentes. Oui, évidemment. Alors, une petite correction par rapport à votre présentation. Vous disiez le livre est co-signé, donc c'est pas tout à fait ça. C'est vrai que je suis l'auteur du livre, même si on a évidemment, on va dire, travaillé de concert dans la partie qui relate en fait nos expériences ensemble, parce que le livre est structuré autour de la vie de Pascal, évidemment, mais aussi des 4 saisons au cours desquelles on a volé ensemble. Moi, j'ai voulu un peu pour, faire écho au cycle de la vie, voler avec Pascal à chaque saison. Et puis c'est vrai qu'à chaque saison, eh bien, ces activités sont différentes. Et donc, voilà, on a commencé à voler en été avec toutes les problématiques liées aux travaux et au ravitaillement des refuges. C'est vrai qu'on pense souvent à l'hélicoptère pour l'aspect secours en montagne, qui est, on va dire, ce côté noble d'aller secourir des gens en danger qui pratiquent la montagne. Mais l'activité principale de Pascal reste du travail aérien, qui n'est pas moins dangereux d'ailleurs, qui est même souvent beaucoup plus
enfin tout autant délicat. Il choisit peut-être un peu mieux ses conditions de travail, mais il est tout seul dans sa machine, avec une charge qui pend parfois assez loin sous la machine. Et donc, ça crée des mouvements de balancier et une contrainte en fait aérodynamique qui rend le vol particulièrement délicat. Et c'est toute cette expertise-là que j'ai découvert aux côtés de Pascal et qui était vraiment passionnante pour moi, qui pratique une activité aérienne dans un contexte très cadré, très structuré, où on a aussi beaucoup de soutien de la part d'une structure. Et heureusement, hein, parce que c'est vrai que le transport aérien aujourd'hui a une fiabilité qui est liée justement à toute cette structure qu'il y a autour. Et ce qui a été intéressant pour moi, enfin ce qui m'a frappé tout de suite, c'est la solitude quelque part et la vulnérabilité un petit peu de l'activité de Pascal, puisqu'il est tout seul dans sa machine, dans un contexte avec plein de dangers, que ce soit l'altitude, l'aérologie, les aspects de charge que j'évoquais. Et donc, il faut naviguer au milieu de tout ça. Et je pense que c'est un vrai challenge de durer sans avoir trop de soucis. D'ailleurs, Pascal a eu plusieurs accidents. Donc, il a été, on va dire, victime aussi des dangers de la montagne. Mais c'est ce qui rend aussi ce métier passionnant, je pense, et qui fait que même à 60 ans passés, il a toujours la flamme très, très vive. Voilà. Il faut se battre en permanence contre la violence du vent. J'imagine qu'il faut apprivoiser les reliefs et qu'il faut comprendre les courants ascendants pour justement se frayer un chemin entre ces différentes composantes du massif. C'est effectivement ce qui fait un petit peu tout l'attrait de ce métier, c'est ce jeu entre guillemets, et je le mets bien entre guillemets, ce jeu que l'on pratique avec l'environnement, dont il faut surtout pas perdre de vue une seule seconde, que c'est de toute façon lui qui aura le dernier mot. C'est certainement pas nous, quand bien même on a un petit peu moins de 1000 chevaux qui hurlent derrière nous. C'est pas nous qui aurons le dernier mot, c'est bien l'environnement, la nature. Et effectivement, à ce titre, l'observation permanente de cet environnement avec le vol des choucas, les volutes de neige qui se soulèvent sur les lignes de crête, permettent aux pilotes que je suis dans le portage, par exemple, du refuge du Goûter ou du refuge des Cosmiques, de choisir les meilleures ascendances pour faire en sorte que les rotations soient les plus courtes possibles, puisque le problème auquel nous sommes confrontés, c'est également le coût et la rapidité avec laquelle on est capable de réaliser ce genre d'opération. Et c'est ce qui fait qu'au bout du compte, un client va peut-être choisir une entreprise plutôt qu'une autre, parce que justement, les pilotes sont un peu plus rapides chez l'un plutôt que chez l'autre. La technique et la fiabilité. La technique sont des machines qui sont suffisamment modernes et qui sont particulièrement bien entretenues. On rejoint pour cela, j'allais dire malheureusement, puisque c'est une contrainte qui nous est imposée, on rejoint malheureusement les grosses compagnies comme Air France, à savoir qu'on a le même schéma de contraintes de sécurité et d'entretien qu'une grosse compagnie, alors que nous ne sommes jamais qu'une toute petite entreprise, puisque nous exploitons sur Argentière uniquement 2 hélicoptères. Malgré tout, sur le plan de la réglementation, on est astreint aux mêmes contraintes qu'une compagnie comme Air France. Donc ça vous laisse imaginer ce que ça peut représenter aussi sur les épaules d'un pilote qui a autre chose à faire lorsqu'il est aux commandes de sa machine que de penser si les documents qui ont été remplis l'ont été correctement. C'est un petit peu ce qui fait qu'aujourd'hui, quand bien même je reste un grand passionné du vol, je suis comment dirais-je, je suis dans l'expectative de rapidement prendre la retraite, parce que justement ce rapport à l'autorité et à l'administration m'est devenu insupportable. Et je crois que ça a été bien retransmis dans le livre. Merci François. Il y a aussi beaucoup de contraintes dans l'aviation civile. Oh ben oui, c'est sûr que pour arriver, je crois qu'en 2018, il me semble, il n'y a eu aucun accident, aucun mort en tout cas répertorié sur les milliers et les milliers de vols dans le monde entier qui se sont déroulés. Donc pour arriver à ce niveau de fiabilité, donc oui, c'est plus que, enfin, ce n'est pas que le fait qu'il n'y a eu aucun mort, mais il n'y a eu aucun accident en 2018.
Et donc, c'est vrai que quand on voit les milliers de vols qui se déroulent chaque année, pour arriver à ce niveau de fiabilité, il faut des process qui soient extrêmement cadrés. Alors, c'est vrai que moi, j'ai un regard un peu partagé là-dessus, parce que en même temps, je suis un peu comme Pascal, tout le côté administratif, rébarbatif, je comprends tout à fait que ça puisse lui peser. Moi, évidemment, je suis pilote, je suis pas chef d'entreprise, donc ça, c'est pas vraiment moi qui m'en occupe au sein d'Air France, évidemment. Néanmoins, on en subit quelques effets collatéraux, on va dire. Mais à côté de ça, je trouve que l'aéronautique est un domaine dont on devrait s'inspirer pour beaucoup de choses, parce que il y a beaucoup de boucles de rétroaction. En fait, on apprend à chaque fois de nos erreurs. On essaye d'apprendre de nos erreurs, parce qu'en tant qu'être humain, on commet des erreurs. C'est notre caractéristique est de commettre des erreurs. Et donc, on s'efforce d'en tirer des leçons. Et en fait, rares sont les domaines de l'industrie qui ont à ce point pu tirer des leçons de leurs erreurs. Et donc, à chaque fois qu'il y a un incident, à chaque fois qu'il y a un accident, on l'analyse, on essaie d'en comprendre tous les ressorts et on s'améliore peu à peu. Et notamment, un des outils qu'on a à notre disposition, c'est des briefings en utilisant les notions d'erreur et de menace. Voilà. Donc, avant chaque vol, on liste un certain nombre de menaces qui sont les menaces du jour. Ça peut être la météorologie, ça peut être l'altitude, ça peut être le contrôle aérien qui, par exemple, là je rentre de Mexico, le contrôle aérien parle un anglais qu'on ne comprend pas toujours, ils ont une phraséologie qui n'est pas toujours standard, et donc on évoque ça au briefing, et de cette manière-là, on préactive notre mémoire, et on sera plus à même de faire face à la menace si on l'a déjà évoquée, puisque c'est toujours plus facile d'anticiper les choses et de savoir à quoi on va s'attendre plutôt que d'être pris par un effet de surprise. Voilà, donc ça, c'est le genre de choses qu'on met en œuvre au quotidien et qui font que aujourd'hui, l'aviation est super fiable, quoi. Donc c'est vrai qu'à l'échelle d'une entreprise comme Pascal, pour revenir un peu à Chamonix et à son activité, c'est pas facile de mettre ça en œuvre dans le contexte très aléatoire, on va dire, de son activité, du massif du Mont Blanc, et puis aussi restreint, une activité qui est très spécifique. Tout, effectivement, n'est pas applicable à cette échelle, quoi. Donc voilà, ça c'est juste pour terminer, c'est un peu des éléments que j'ai essayé d'intégrer, on va dire, dans le livre, un petit éclairage transverse, puisque j'ai la spécificité, effectivement, d'écrire, mais d'être aussi pilote. Donc j'avais ce double regard de l'auteur, mais aussi du pilote, sur l'activité de Pascal. Ça me permettait peut-être, je pense, de comprendre des choses et de voir des choses que quelqu'un qui n'est pas du métier n'aurait pas perçues ou n'aurait pas pu analyser, quoi. Oui, tout à fait. Et que l'on soit en avion ou en hélicoptère, c'est un travail d'équipe. Et j'avais proposé à un mécanicien, là, Francis Delafosse, de venir présenter son ouvrage, mais bon, il ne pouvait pas être là, mais ça aurait été intéressant, effectivement, de coupler son expérience avec les vôtres. En tout cas, pour passer du rêve à la réalité, j'imagine qu'il faut tout un apprentissage, il faut des mentors pour vous faire entrer dans la carrière et pour pouvoir apprendre, certes, le vol des Choucas, mais aussi quand même un certain nombre de données techniques. Oui, absolument. Le mentor, effectivement, je l'avais au travers, puisqu'on a évoqué le nom de Francis Delafosse, je l'avais au travers d'un pilote de la sécurité civile qui, lorsque j'étais gamin et que j'étais en internat à Annecy, m'a pris un petit peu en affection. C'est René Romet, qui est un petit peu une légende dans le secours en montagne. René, qui est à la retraite depuis déjà de nombreuses années, mais qui a su m'insuffler ce qu'il fallait d'énergie pour arriver au terme de cette passion, sachant que je suis passé par une formation militaire et qui est une formation d'excellente qualité. J'ai fait 4 ans et demi dans l'armée et j'ai appris à voler avec des gens qui sont extrêmement cadrés et qui rejoignent l'état d'esprit de sécurité qu'évoquait là tout de suite François. Après, c'est une formation sur le tas, et puis quand on est passionné de ce que l'on fait, que ce soit pour de la randonnée, pour du ski, pour de l'escalade, pour de la photographie, pour n'importe quoi, à partir du moment où on aime, on y arrive, il n'y a pas de souci.
Ce qui est fort bien décrit dans le livre, c'est le passage de ce rêve à la réalité, avec d'abord cette vision de cette machine qui est d'abord une machine à rêver, puis une machine à porter, et ensuite une machine à sauver. Oui, effectivement, c'est une machine à tout faire quand on sait bien la manier. Et moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est le... Bon, Pascal est né à Chamonix, c'est vraiment un enfant de la vallée, et il y est extrêmement lié. Et dans son parcours professionnel, dans son parcours de pilote, on sent qu'il a une vraie préoccupation pour tout ce qui se passe dans la vallée. Il est complètement intégré, il fait vraiment partie de ces personnages, de ces personnes clés, on va dire, qui font la vie finalement de la vallée, parce qu'on imagine la montagne comme un espace de nature où on va se balader, etc. C'est très chouette. Mais bon, derrière tout ça, il y a toute une économie, toute une industrie presque. Chamonix, c'est l'économie de la montagne dans toute sa splendeur, avec peut-être parfois certaines dérives aussi. Mais voilà, Pascal, c'est vraiment un personnage central. Et encore une fois, je reviens là-dessus, l'activité principale du travail aérien, qui est une activité du point de vue technique très particulière, Pascal l'a développé et a acquis une expertise qui fait que c'est l'un des seuls pilotes, finalement, d'après ce que j'ai compris. Tu me corrigeras, Pascal, si je me trompe, mais c'est ce qu'on m'a raconté, en tout cas, pour se poser au goûter juste à côté du refuge. Finalement, très peu de pilotes le font parce que les conditions sont particulières et même les gars du PGHM qui sont très bons, mais qui n'ont pas cette expertise de travail aérien, eh bien, ne se posent pas à cet endroit-là. Voilà, donc ça prend des années, c'est toute une carrière finalement pour arriver à cette expertise. Hein. C'est pas Pascal, c'est pas un dieu du pilotage, c'est simplement un pilote qui a beaucoup travaillé, qui a beaucoup passé de temps à travailler dans ces conditions particulières, et du coup, forcément, il acquiert une expertise que peu de gens ont. C'est pas le seul, mais voilà, il fait partie des rares pilotes à l'avoir. Et donc, ça l'intègre totalement dans le paysage chamonniard. Et donc, quand il partira, peut-être que ça va créer un petit vide. Je ne sais pas par qui il va être remplacé. Voilà. Il va falloir cloner Pascal? Non? Non, tu formes un peu tes successeurs, mais bon, ça prend du temps, quoi. Il y a une possibilité de transmettre son savoir-faire? Oui, il y a une possibilité qui est, pour ce qui me concerne, toute trouvée, puisque j'ai la chance d'avoir un de mes fils qui fait le même métier que son père et qui, il n'est pas là, j'en profite pour le dire, est pas mauvais. Donc, je suis pas trop inquiet, même si je suis extrêmement inquiet parce que la vie a fait en sorte que son frère aîné s'est tué dans un accident d'hélicoptère. Donc, je reste extrêmement inquiet. Mais pour parler de succession, il y a effectivement dans la boucle un gamin qui fait la démonstration de ce que les gènes, ça existe. Et pour l'instant, je touche du bois, ça se passe plutôt pas mal. Ensuite, nul n'est irremplaçable, on le sait bien. Nul n'est irremplaçable, mais chaque être est unique et indispensable. Et on est frappé par la puissance et la fragilité de la machine. Donc, est-ce que l'inquiétude est toujours présente à chaque vol ou est-ce qu'on arrive à la dompter? L'inquiétude, elle est d'autant plus présente, si je puis me permettre, que lorsqu'on s'est tapé les fesses par terre et qu'on a eu la chance de s'en sortir, on remonte pas dans la machine sans une certaine forme d'inquiétude et plus encore avec plus encore d'humilité. Parce qu'effectivement, on n'est jamais que des mortels. Et aussi bien soi-même que la mécanique, nous restons fragiles. Mais c'est l'expérience également dont parlait tout à l'heure François qui forge notre métier et qui fait qu'on peut repousser certaines fois un peu plus loin les limites tout en restant bien évidemment dans le raisonnable. Il n'est pas question ici de faire preuve de ce qu'on est le meilleur parce qu'une fois encore, le meilleur, c'est celui qui nous succédera, hein, c'est évident. Et a-t-on encore le temps de s'émerveiller de la beauté du spectacle qui s'ouvre devant les vitres du cockpit? Oui,
Bon, on a une toile au-dessus de la tête, mais enfin, il suffit de se retourner et regarder la nature autour de soi, que ce soit une forêt, que ce soit une paroi, que ce soit une ligne de crête avec de la neige ou autre. Oui, bien sûr, heureusement d'ailleurs. Oui, puis je pense que c'est l'un de tes moteurs, en fait, hein, cet émerveillement. Voilà, il y a ce côté-là un petit peu, j'allais dire, Petit Prince dans le pilote, dans les pilotes en général, c'est cet émerveillement des choses de la nature. Et, euh, et c'est vrai que moi qui connaissais pas l'hélicoptère, bon, j'étais déjà monté dans un hélico, mais évidemment pas de cette manière-là et dans cet environnement-là. J'ai pris un plaisir dingue à faire tous ces vols avec Pascal. Et c'est vrai qu'à chaque fois, on a les yeux. J'étais toujours tiraillé parce que je prenais des notes quand même beaucoup sur ce qui se passait pour pouvoir le retranscrire. Et quand je prenais des notes, bah, je pouvais pas regarder dehors. Et donc c'était un peu frustrant parce que c'est vrai que voler à Chamonix, c'est vraiment un environnement magique, hein, vraiment exceptionnel. Donc il suffit de garder un petit peu ce regard d'enfant, essayer de s'imaginer le premier regard qu'on porte sur les choses. C'est vrai que c'est pas évident quand on connaît par cœur un paysage, ben on le regarde plus avec les mêmes yeux que quand on l'a vu pour la première fois. Mais je crois qu'avec tous les changements de lumière, tous les changements de saison et ce côté complètement magique du massif, tu as pu garder cet émerveillement, quoi. Et c'est vrai que j'allais dire heureusement, parce que c'est vrai que c'est un cadeau extraordinaire de voler là, et ça serait dommage d'en être blasé, mais en même temps, peut-être qu'on pourrait aussi. Donc, c'est bien d'avoir su garder ce regard. Cela dit, il faut rester concentré parce que la beauté des hauts lieux, c'est aussi la beauté du diable. Un diable qui guette sa proie et qui ne lui laisse pas beaucoup de chance. Oui, il ne faut pas voir non plus la montagne et la nature comme ça. J'ai, comme tout un chacun, un téléphone, et si vous saviez le nombre de milliers de photos que j'arrive à faire sur une année, bien souvent toujours les mêmes, sauf à une lumière, à une ombre près. Mais effectivement, je reste un grand passionné de cet environnement. Alors, on n'a pas encore abordé le chapitre, mais je le fais tout de suite. Je suis le premier à être le plus pénalisé par le bruit que fait la machine, puisque j'ai un moteur qui hurle derrière moi pendant toutes les heures où je suis dans la cabine. Donc je suis le premier à être impacté par ces nuisances sonores. Et c'est sûr que si on avait un moteur qui, comme certains de mes collègues qui font du planeur, est le seul vent, ce serait juste extraordinaire. Si l'hélico ne faisait pas de bruit, ce serait fabuleux. Mais bon. Oui, mais le bruit de l'hélicoptère, pour nous autres qui sommes là, c'est un moment d'évasion aussi dans nos vies quotidiennes, parce que on reste badaud et on a toujours tendance à regarder par la fenêtre ce qui se passe quand on entend un bruit d'hélicoptère. C'est assez magique quand même et mystérieux. Ouais. Bah, Chamonix, il est très présent, donc il y en a qui sont, il y en a qui s'en plaignent quand même, mais bon, c'est l'envers du décor aussi, hein. Moi, c'est ce que j'ai découvert avec Pascal et ce que j'essaye de retranscrire dans le livre, c'est que pratiquer la montagne aujourd'hui, ça, pour le meilleur et pour le pire, ça implique l'hélicoptère, hein. Ou alors, il faudrait accepter et payer des gens qui acceptent de porter des charges dans les refuges et qui soient très bien payés pour le faire. Ça serait peut-être une possibilité, mais en tout cas, comme l'homme a du mal à revenir en arrière une fois qu'il a fait un progrès technique, eh bien, aujourd'hui, c'est l'hélicoptère et c'est grâce à l'hélicoptère qu'on boit de l'eau minérale ou une petite bière dans les refuges, qu'on peut y dormir et que tout ça est organisé, hein, il faut quand même en être conscient. Et donc, cette aventure avec Pascal, et ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est que c'est une aventure rétrospective sur toute l'histoire des 30 dernières années de la vallée de Chamonix, avec ce côté un petit peu très pratique et un peu terre-à-terre, j'allais dire, du travail aérien, mais aussi tout un tas d'histoires un peu rocambolesques liées à l'histoire de Chamonix. Donc je pense par exemple au cristallier, à ce Chamonix des années 80 auquel j'ai consacré un chapitre, et donc à cette époque un peu tout feu tout flamme, où il y avait des tas de choses qui se passaient rock'n'roll dans la vallée, et donc Pascal a été au cœur de toutes ces histoires,
avec évidemment des joies et parfois des drames. Mais voilà, c'est ça qui est vraiment chouette, c'est-à-dire qu'en même temps, à travers l'histoire de Pascal, il y a de l'hélicoptère, mais il n'y a pas que de l'hélicoptère. Il y a vraiment toute cette pratique de la montagne. Et comme Chamonix est un espèce de bouillon, une concentration de toutes les activités et de tous les excès aussi de la montagne, eh bien, on voit un petit peu tout ça dans le livre. Oui, l'hélicoptère fait partie intégrante de la vie de Chamonix parce qu'il est indispensable et irremplaçable parce que bon, on ne voit pas comment monter les charges à dos d'homme. Hein, et l'héliportage est la fonction première de votre entreprise. Effectivement, l'hélicoptère est un outil incontournable de l'économie de montagne depuis presque un peu plus de 30-35 ans. Aujourd'hui, sur certains gros chantiers, on commence à privilégier malgré tout des téléphériques de chantier que l'on appelle des blondins. Ce sera par exemple le cas de la reconstruction du téléphérique des Grands Montets, où il est question, effectivement, compte tenu de l'importance du chantier à venir, que soit installé un téléphérique de chantier pour, entre autres, assurer le travail sur place, quelles que soient les conditions météo, mais également penser à l'environnement proche, c'est-à-dire le village d'Argentière, et faire en sorte que les rotations d'hélico soient réduites au maximum. Donc on est malgré tout dans cette politique. Et sinon, pour revenir à ce que disait Michel, oui, 75% de l'activité de l'entreprise est consacrée aux travaux de montagne. Ce ne sont que 25% qui représentent les vols panoramiques. Et en ce qui concerne les vols concernant le secours en montagne, comment est-ce que vous partagez les missions entre la sécurité civile et le PGHM? Alors en fait, ce n'est pas une question de partage, c'est une question de ressources ponctuelles, à savoir que les interventions que nous faisons pour le compte du secours en montagne se font sur réquisition. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les besoins sont suffisamment importants, c'est le cas d'une avalanche par exemple, pour que soit réquisitionné l'hélico civil de la vallée de Chamonix, puisque dans la vallée de Chamonix se trouve en haute saison bien souvent deux appareils, celui de la gendarmerie qui est basé à l'année à Chamonix et celui de la sécurité civile. Donc si jamais on a une grosse avalanche, il arrive que l'on intervienne à 3 appareils. Ce fut le cas par exemple sur le télécabine de la Vallée Blanche lorsque celui-ci est resté coincé en fin de journée, qu'il a fallu évacuer tout le monde. Nous avons été directement réquisitionnés par le téléphone, par le préfet. Sinon, le secours en montagne en France est organisé avec les moyens d'État. Donc lorsque nous intervenons, c'est soit sur des grosses catastrophes, ou alors parce que les moyens mis en œuvre par l'État ne sont plus adaptés, soit parce qu'il y a trop de vent, soit parce que l'équipage qui est là ce jour-là est un équipage qui, à l'inverse de ce qui était expliqué tout à l'heure, n'est pas suffisamment à l'aise. Je le dis avec beaucoup de respect pour mes camarades. Moi, j'ai l'avantage depuis plus de 35 ans de voler tous les jours dans ce massif. Ça n'est pas le cas des pilotes de la gendarmerie et de la sécurité civile. Donc, il y a des missions sur lesquelles je peux me sentir un petit peu plus à l'aise, quand bien même les conditions d'aérologie sont très mauvaises. Une petite parenthèse que je voulais faire, puisqu'on parlait tout à l'heure de nuisances. J'ai volé l'autre jour avec mon ami Gerold Biner, qui est le président d'Azermatt, donc, et je lui faisais la réflexion en survolant le plateau Rosa, que tous ces alpinistes n'avaient pas de signe vindicatif à l'égard de l'hélicoptère. Il me faisait juste remarquer qu'à l'inverse de la France, là-bas en Suisse, ce sont les sociétés privées qui font aussi bien le portage des ravitaillements de refuge que les vols panoramiques, que le secours. Et donc, à ce titre, il y avait un profond respect de la part des pratiquants de la montagne vis-à-vis de l'hélicoptère. Oui, l'hélicoptère qui est salvateur. Et c'est ce que l'on perçoit souvent, nous, en tant qu'habitants de la plaine. Quand on voit un hélicoptère qui tourne autour de la chaîne des Fises, on imagine toujours qu'il y a quelqu'un en perdition dans une paroi. Et c'est la main secourable. En tout cas, on a souvent l'impression que l'hélicoptère est une machine qui doit susciter un sentiment de toute puissance. Or, dans ce livre, il apparaît que l'un comme l'autre, vous mettez en avant la nécessaire humilité, en tout cas modestie,
et la patience qui doit être l'élément qui vous porte au cours de vos journées. Oui, que ce soit dans l'aviation commerciale, comme le vit François ou moi-même, peut-être un petit peu plus nous-mêmes, parce qu'on est plus fragile vis-à-vis des conditions de météo et d'aérologie. L'aéronautique est une très grande école de patience. Et cette patience, on la partage avec nos collègues que sont les assistants de vol, qui sont en fait les yeux du pilote au sol, puisque si toutefois, comme le disait François tout à l'heure, je suis seul dans ma machine, il y a toujours un maillon au sol qui permet la réalisation de la mission. C'est l'assistant de vol, c'est l'homme de l'ombre, c'est celui auquel on ne pense jamais. C'est bien souvent celui d'ailleurs qu'on ne salue pas lorsque l'hélicoptère se pose et que le client vient vers vous. Il est affairé à autre chose et on se dirige directement vers le pilote et on oublie un petit peu l'assistant de vol. C'est ce qui faisait d'ailleurs râler mon fils Sébastien. Et j'avais pris un malin plaisir à l'époque, lorsque je volais avec mon fils, qui aurait dû me succéder. Et quand on se posait sur un chantier et que le client venait me trouver et ne s'adressait absolument pas à mon gamin, je le reprenais, je lui disais, tiens, au fait, je te présente Sébastien, c'est mon fils, c'est lui qui sera là la prochaine fois pour faire l'héliportage. Voilà, je remettais un petit peu l'église au milieu du village et ça faisait beaucoup de bien, je trouve. Ouais, sur cette notion d'humilité et de doute, j'abonde dans ce sens. C'est une vertu cardinale des pilotes. Hein. Voilà, quand on a trop de certitudes, c'est là qu'on commence à devenir dangereux. Et un bon pilote, c'est simplement un pilote qui fait son travail dans la durée et qui, dans la durée, arrive à avoir une fiabilité, on va dire. Bon, dans l'aviation commerciale, c'est vrai que c'est différent par rapport à l'accidentologie. Évidemment, dans le milieu de Pascal, il y a un taux d'accident plus élevé qui est dû à plein de paramètres. Dans l'aviation commerciale, on en a le moins possible. Et puis, il y a les accidents qui émergent, mais il y a aussi tout ce qu'on appelle les signaux faibles, c'est-à-dire des petits incidents, des petits grains de sable, en fait, que les passagers ne voient pas, dont ils n'entendent jamais parler. Mais il faut savoir que tous les vols sont surveillés, sont analysés, et qu'il y a un service à Air France qui capte tous ces signaux, et dès qu'il y a une quantité d'événements dans une certaine catégorie qui ressort, on essaie de pointer ça et donc de faire en sorte tout de suite de corriger le tir pour que ces signaux s'éteignent. Et donc tout ça, ça veut dire que ça implique que les pilotes soient complètement intégrés au retour d'expérience, participent, font des rapports. Quand eux-mêmes commettent des erreurs, ils font des rapports. On a un protocole qui nous permet de nous, on va dire, de nous disculper si on fait des erreurs et qu'on le signale par un rapport. On ne pourra pas être sanctionné, alors que si on fait des erreurs et qu'on ne le rapporte pas, là, il peut éventuellement y avoir des sanctions. Voilà. Donc, nous sommes des gens, nous les pilotes, qui normalement, enfin un pilote bien constitué, on va dire, admet ses erreurs, non seulement les admet, mais en témoigne. Et donc, il sait qu'il peut se tromper, il peut faire des conneries, et donc forcément, le sentiment de toute puissance, ça ne devrait pas trop se trouver dans un cockpit, même si par le passé, ça a peut-être été le cas à l'ère des pionniers, mais c'était tout à fait différent et c'était des personnalités différentes. Mais aujourd'hui, le pilote, on va dire, standard est quelqu'un qui admet, qui en même temps a peut-être une certaine confiance, parce qu'il ne faut pas être dans le doute tout le temps, sinon il y a certaines décisions qu'on ne pourrait pas prendre, mais il faut accepter une part raisonnable de doute dans nos pratiques, c'est très important. Il faut un sentiment de confiance en soi-même, de confiance en son équipe, mais de confiance aussi en sa machine, parce que vous décrivez très bien un rapport quasi sensuel à la machine. Oui. Alors là, je pense que Pascal a un rapport qui est peut-être plus exacerbé que le mien à la machine. C'est vrai que les machines modernes, comme le Boeing 777, c'est beaucoup d'électronique, hein. Donc on sent toujours la machine. Par exemple, là, je rentre de Mexico. C'est un terrain, Mexico, qui est à 2200 mètres d'altitude. Donc c'est très élevé pour un terrain d'aviation.
Et donc là, effectivement, on a des vitesses, ce qu'on appelle des vitesses propres, qui sont très élevées, des contraintes de température et de charge importantes. Et donc les sensations sur la machine sont pas du tout les mêmes que celles qu'on a l'habitude à Paris ou dans beaucoup d'autres terrains. Donc là, effectivement, il y a un rapport, je me souviens du décollage, où bon, la machine est un peu lente à se mettre en branle, forcément. La vitesse à laquelle on fait la rotation et où on quitte le sol est une vitesse très élevée. Donc on se dit que là, il vaut mieux pas avoir d'arrêt décollage parce que ça commence à faire peur un peu, ces vitesses. On décolle, on doit être à 350 km/h. Donc si on a une panne moteur, il faut s'arrêter dans la longueur de piste et elle apparaît quand même bien proche. Le bout de piste apparaît bien proche. Donc voilà, c'est dans certaines circonstances aujourd'hui, avec ces avions modernes, on a quand même des sensations particulières. Mais je pense qu'au quotidien, Pascal, dans son hélicoptère, en a quand même beaucoup plus parce que la machine est plus vulnérable malgré tout et l'environnement fait que malgré la puissance de l'hélico, on peut se retrouver un peu comme un fétu de paille balancé contre un rocher. Voilà, donc il faut toujours garder vigilance. Oui, il faut garder vigilance, il faut garder la tête froide et il faut effectivement se dire que même si la machine est très puissante, ça ne nous permet pas de faire n'importe quoi pour autant. On a peut-être plus tendance à faire corps avec notre machine parce que c'est un petit appareil qui peut être un peu ballotté comme un simple fétu de paille. Donc il y a un rapport avec la machine qui est peut-être plus intime chez nous que sur un gros appareil comme un 777. En plus, je me mets du côté du patron. C'est une machine qui vaut quand même 2,5 millions d'euros hors taxe. Ça fait donc 5 millions d'euros qui sont là-haut sur le tarmac et dont il faut prendre particulièrement soin. Donc même si on est pilote, parfois, on n'hésite pas à prendre un chiffon et puis à nettoyer un petit peu la poutre de queue pour enlever toute la suie qui est dégagée par le moteur, faire les plexiglas. Enfin, on est un petit peu dans sa propre voiture où on affecte davantage d'avoir quelque chose de propre que quelque chose dont on se fiche pas mal, quoi. Il y a vraiment un rapport intime avec les engins sur lesquels nous volons. Ouais. Et quand les techniques évoluent et que vous changez de machine, c'est à nouveau un apprentissage et il faut repartir à zéro ou il y a où l'évolution se fait facilement? Alors là, aussi bien pour François que pour moi-même, on a des qualifications de type, c'est-à-dire que je peux voler sur écureuil. En revanche, c'est la machine sur laquelle je vole. En revanche, le C-145 de la gendarmerie, je ne peux pas voler dessus. Si d'aventure il fallait poser un EC-145, je saurais le faire, bien évidemment. C'est un petit peu comme nous tous qui sommes là, se trouver dans une Clio et puis quelques heures après se retrouver, je sais pas moi, dans un gros 4x4 Mercedes. L'environnement n'est pas le même, mais finalement le pilotage de base reste le même. Toutefois, au niveau de la réglementation, nous n'avons pas le droit de nous parachuter pilote de C-145 si on n'a pas la qualification. Et une qualification, suivant le type de machine, ça peut prendre quelques heures, voire quelques jours, voire de nombreuses semaines pour les machines qui sont considérées comme étant compliquées, complexes. Et pendant ce temps-là, le travail est mis en parenthèse? Oui, mais enfin, on n'est pas du tout impacté parce que nous, ça fait des années qu'on vole sur l'écureuil et que cette machine est très performante et que jusqu'à maintenant, à moins que tout d'un coup, quelqu'un nous sorte un appareil beaucoup plus intéressant, on n'a aucune raison de passer sur quelque chose, sur un autre type. Je pense que dans l'aviation civile, c'est la même chose. Oui, c'est la même chose. Quand on est qu'il y a une qualif, ça dure plusieurs mois. Et donc, ça coûte de l'argent, évidemment. Donc, c'est pas moi qui paye, mais c'est la compagnie. Et elle exige qu'on reste un certain nombre d'années en activité sur cette machine pour amortir le coût de la qualification. Voilà. C'est vrai que les données de base sont les mêmes. La sustentation obéit aux mêmes lois. On pilote selon les mêmes règles physiques, mais la technologie, alors notamment entre un Airbus et un Boeing, c'est des technologies qui sont quand même assez différentes. C'est des machines qui sont complexes.
On les connaît d'ailleurs que partiellement, parce qu'il y a des tas de choses parfois qu'on découvre suite à des accidents, malheureusement. C'est arrivé il n'y a pas très longtemps avec le Boeing 737 MAX, dont vous avez peut-être entendu parler, qui a été arrêté de vol pendant plusieurs années parce qu'il y a eu 2 accidents de suite à un système que les pilotes ignoraient. Les ingénieurs avaient conçu quelque chose, mais qui n'avait pas vraiment été communiqué. Donc voilà, ça arrive, et donc ça fait que effectivement les machines sont quand même compliquées, et c'est déjà pas évident de rester compétent et de connaître en profondeur une machine, étant donné que les pannes arrivent très rarement, et quand surgit une panne, souvent dans un vocabulaire qui n'est pas du français, mais qui sont des acronymes dont on ne connaît pas toujours le sens, il faut essayer de comprendre assez rapidement ce qui se passe, et pour ça, on ne peut pas mélanger la connaissance de plusieurs avions, sinon ça serait difficile pour rester compétent, quoi. Dans une aventure professionnelle hors norme, telle que la vôtre, qui est une aventure humaine aussi, il y a des amitiés fondatrices. Vous avez parlé de René Romé tout à l'heure, mais il y a, comme dans toute aventure, des espoirs et puis des illusions. Et ces désillusions, vous y faites allusion, sont liées un peu au système pollué de la montagne par des luttes de pouvoir ou des enjeux financiers qui font de la montagne une usine montagnarde, pour reprendre votre terme. C'est un élément qui vous choque, qui vous perturbe, qui vous ennuie ou qui vous laisse indifférent parce que votre mission est ailleurs? Non, ça ne me laisse pas indifférent. Moi, je crois que j'aime les gens, surtout que bah, vous me le rendez bien, je vous remercie. Donc, quand des critiques nous arrivent ou quand des rapports se dégradent, oui, ça m'affecte. Ça m'affecte parce que je crois en ce milieu, en les hommes qui l'animent, qui le composent. Et c'est vrai qu'on n'évolue pas tous de la même manière. Et les différences qui peuvent s'inscrire dans le temps laissent chez moi, comme chez tout le monde, j'imagine, hein, un petit peu une cicatrice. Ouais. Vous soulevez un paradoxe concernant cet espace qui est suréquipé, hein, mais dont vous avez besoin, puisque c'est vous qui faites les héliportages pour les équipements de la montagne. Et puis vous soulevez aussi le problème du bilan carbone qui est défavorable avec ce suréquipement de la montagne. Oui, bon, le bilan carbone, tout ce qui vole, évidemment, à part les planeurs, ça, aujourd'hui, ça émet évidemment des gaz à effet de serre. Ça, c'est une problématique complexe, hein, que j'ai évoquée un petit peu tout à l'heure. Et les solutions, effectivement, c'est si on veut remplacer l'hélicoptère par l'homme, à mon avis, c'est pas impossible, mais il faut être prêt à faire un retour en arrière. Et jusqu'à ce jour, l'histoire humaine montre qu'on ne sait pas revenir en arrière. Alors peut-être qu'un jour, on sera obligé de revenir en arrière. Mais voilà, ce jour-là, manifestement, n'est pas encore arrivé. Les mentalités ne sont pas prêtes pour ça. L'hélicoptère a un tel avantage en termes de rapidité. Ça nous renvoie d'ailleurs à la notion du temps. L'homme semble voué à l'accélération et visiblement, il n'aime pas la lenteur. Si on veut se passer et améliorer notre bilan carbone, si on veut se passer de l'hélicoptère, faut accepter un retour à la lenteur, que les choses soient plus difficiles, soient plus longues. Voilà, c'est un vaste débat et il faut que tout le monde soit prêt pour ça. Et il faut revenir aussi à un autre rapport à l'effort. Complètement. Alors, ça, je pense qu'il y a beaucoup de montagnards qui ont un rapport à l'effort ce que je qualifierais de sain, c'est-à-dire qui ont le sens de l'effort, et je pense que c'est important d'avoir le sens de l'effort, de garder ce sens-là. On peut d'ailleurs avoir un plaisir quand on est bien dans son effort. Je peux en parler en connaissance de cause, puisque je pratique la course en montagne, et c'est vrai que quand on atteint un certain niveau d'entraînement, même des efforts très intenses peuvent être source de plaisir.
Donc ça, je pense que la montagne a déjà, les pratiquants de la montagne ont déjà cette qualité-là et cette faculté-là. Mais je dirais que la difficulté est plus liée à cette notion de lenteur. On vit à une époque où on veut tout immédiatement. Et dans la vallée de Chamonix, l'hélicoptère est un des maillons de cette chaîne. Mais après, il n'y a pas que l'hélicoptère, hein. Les remontées mécaniques, c'est la même chose. Ça, même si ce n'est peut-être pas le même bilan carbone, voilà, ça a un impact aussi. Et il y a aussi un problème qui est lié à la prudence des pratiquants de la montagne. Et souvent, votre vie peut être mise en danger par ce que vous qualifiez de pieds nickelés de la montagne, qui réalise un film que vous pourriez intituler Apocalypse Snow. Oui, ça j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé aussi le tournage de l'Everest, de films sur l'Everest au Mont Blanc. Ça c'était très drôle puisque évidemment il y a beaucoup de décors qui peuvent ressembler sous certains angles. Donc voilà, on reproduit à Chamonix des décors bien lointains. Mais bon, voilà, je ne sais pas, peut-être que Pascal a un mot certainement même à dire là-dessus. Sur l'aspect carbone, sur l'aspect carbone, je crois avoir lu dans une revue professionnelle. Alors bien sûr, c'est une revue qui est directement intéressée. Je crois que la totalité du transport aérien ne représente que 2% 3%. Bon, 3% de la nuisance carbone, on va dire, qui se déroule aujourd'hui à la surface de la planète. Bon, vaste débat, hein, je n'ai surtout pas la solution. On entend parler beaucoup d'électrique, c'est très bien. C'est extrêmement polluant, les batteries, on ne sait pas comment les recycler. Quand on voit ce qu'il faut faire pour avoir ces métaux précieux, aussi bien sur un plan social que sur un plan de recherche, d'extraction, ça fait peur. Et puis, toute cette électricité, il va bien falloir la recharger. Donc, il ne faut pas se faire d'illusions, hein. On va remettre en route les centrales à charbon. Donc, on va continuer à polluer. Bon, c'est très, très compliqué. Donc, je ne veux pas rentrer là-dedans. Je ne connais pas la solution, si ce n'est effectivement de faire attention, peut-être de moins abuser. Ouais. Je nous renvoie à tout un chacun, et à moi le premier, la question. Ce que François Suchel met bien en valeur dans son texte, c'est la virtuosité du pilote qui donne l'impression de danser avec les cimes. Ce qui signifie aussi que l'amateurisme et l'improvisation n'ont aucune place dans ce jeu quotidien. Pascal est un professionnel de la montagne, donc c'est sûr que ça nécessite de la technicité, de l'apprentissage. Mais je voudrais encore insister là-dessus que souvent les gens ont une image du pilote, et notamment de Pascal, comme un espèce de pilote miraculeux. Non, c'est un pilote qui a travaillé et qui a acquis une expertise en fait. Et comme effectivement, depuis 30 ans, il pilote tous les jours dans le massif, et peu de gens ont la même expertise. Enfin, personne d'autre n'a la même expertise, puisque fatalement, c'est lui qui a le plus pratiqué, on va dire. Donc non, effectivement, c'est un côté peut-être, qui pourrait être un peu grisant, mais Pascal a su toujours garder, il me semble, la tête froide. Alors peut-être que tu m'as pas tout raconté, mais peut-être que tu t'es fait peur en voulant pousser le bouchon un peu trop loin parfois, ce qui serait assez logique, parce que ça nous arrive à tous des moments d'être un peu de tirer la corde un peu trop et puis de se faire rappeler à l'ordre. Moi, ça m'est arrivé aussi en tant que pilote de ligne, dans certaines de mes expériences où on est à l'aise, on est en équipage avec quelqu'un avec lequel ça se passe très bien, l'ambiance est cool dans le cockpit. Et puis, quand c'est trop cool, on vérifie pas tout, on passe à côté de certaines choses importantes. Et souvent, les événements nous rappellent à l'ordre. Alors parfois, c'est sans conséquence. Et puis, d'autres fois, ça peut avoir des conséquences. Le plus souvent, c'est sans conséquence, mais nous, on perçoit des choses que les passagers ou Pascal, peut-être les autres acteurs de la chaîne autour de lui ne se rendent pas compte, mais lui, je suis sûr qu'il s'est rendu compte. Peut-être que parfois, il avait été trop loin à quelques petits détails.
Et c'est ces retours de bâton, on va dire, qui nous permettent d'avancer, quoi, et de continuer surtout. Ce qui a fait le succès de la vie professionnelle de Pascal, c'est son talent et son exigence. L'expérience, c'est un mot qu'il faut manier avec précaution, parce que je crois que c'est La Rochefoucauld qui disait que c'était le mot poli pour lequel on désignait le début de la décrépitude. Donc, moi, j'y ai beaucoup pensé quand je suis parti en retraite, et c'est pour ça que je me suis arrêté, parce que j'avais estimé que j'avais suffisamment fait mon temps et que je n'étais plus très efficace. En tout cas, ce qui ressort aussi de cet ouvrage, c'est que vous êtes bien là-haut, autour des cimes. Ah oui, oui, on y est franchement bien, oui, ça c'est sûr. Mais c'est pas à vous que je vais le dire. Si vous êtes tous des passionnés de la montagne, vous savez que quand on débouche sur la ligne de crête sommitale, ou pas forcément sommitale, mais quand on arrive sur cette ligne de crête et puis qu'on a tout d'un coup la vision de tout cet environnement, waouh, qu'est-ce qu'on est bien, hein. Et on est bien parce que vous avez certainement un sentiment de liberté, d'action et aussi de solitude. Cet aspect de solitaire, c'est un élément important dans votre vie. Oui, je crois que, comme l'a très bien décrit François, je suis souvent très seul dans la machine, mais ça, c'est la vision que l'on a de l'extérieur, parce qu'en fait, je ne suis pas tout seul, je ne vais pas dire que je suis habité, faut pas exagérer, mais je suis accompagné, voilà, on va dire que je suis accompagné. Entre autres, depuis son décès, c'est d'ailleurs décrit dans le bouquin, je vole avec la musique de mon fils Sébastien, donc je suis accompagné par mon fils, plus récemment par mon père que j'ai perdu il y a quelques jours seulement. Donc ces proches, plus tous ceux que j'ai pu connaître, font partie de mon environnement, et comme on est là-haut un petit peu dans un état de grâce face à cet environnement exceptionnel, eh ben je le partage avec ceux que j'aime, qui sont plus là pour certains d'entre eux, ou qui sont là, et de temps en temps, j'envoie une photo à l'un à l'autre en disant, regarde, Bise de l'Alpe, enfin voilà quoi. Donc j'essaye de partager un petit peu avec tous ceux que j'aime. Les cartes postales du Mont Blanc. Et oui, je veux juste un mot sur l'autonomie, parce que ça, c'est quelque chose qui est important à mes yeux dans la pratique du métier de pilote. On vit toujours un peu comme un temps suspendu dans l'avion. Forcément, à un moment, il faudra redescendre. Mais dans cet entre-deux du vol, on a vraiment une totale autonomie, même si on est obligé de respecter certaines règles, même si on obéit aux lois de la physique. Il y a ce côté, il y a un sentiment de jouissance et de puissance, mais encore une fois, une puissance modeste, qui est que personne ne pourra venir nous dire ce qu'il faut faire, quoi. C'est nous qui décidons ce que nous faisons. Alors, évidemment, c'est très cadré. Pascal, c'est un peu moins cadré que nous. Il a, je pense, plus de liberté dans ses trajectoires. Mais malgré tout, même si on reçoit un message du sol avec des injonctions, eh bien, personne n'est là pour décider de la trajectoire, personne d'autre que nous. Et ça, c'est assez sympa, cette autonomie, cette indépendance finalement qu'on a. Et à l'échelle d'une carrière, moi, ça fait bientôt 30 ans aussi que je fais ce métier. C'est quelque chose que j'apprécie toujours. Voilà, on n'est pas bouffé par les réunions où on fait du blabla pendant des heures et des heures, et parfois il n'y a rien qui en sort. On a un métier qui est en prise directe avec l'opérationnel et avec des boucles de décision très courtes. Pascal, c'est souvent seul qui décide. Nous, c'est en équipage à 2, à 3, parfois à 4. Mais malgré tout, voilà. Et puis aussi, la noblesse des décisions, c'est qu'elles se font en temps limité. On est limité par le temps, qui est l'autonomie de notre machine. Et quelle que soit la situation, eh bien, il faut la gérer dans un temps limité. Donc c'est pour ça qu'on est beaucoup formé et on fait sans cesse du maintien des compétences pour essayer de nous guider et de nous donner des moyens pour décider, quelles que soient les circonstances. Voilà. Alors, c'est pas forcément toujours des décisions judicieuses, hein. Parfois on se trompe aussi, mais en tout cas, c'est agréable d'avoir cette indépendance et cette autonomie. Vous parlez aussi d'une esthétique du vol, une recherche d'intensité
et de faire du vol une véritable œuvre d'art. Enfin, je veux dire, quand on voit l'hélicoptère qui sautille de cime en cime, c'est une construction presque esthétique. Oui, on ne va pas parler de balai aérien, mais c'est vrai que l'utilisation de l'hélico, pour moi, c'est de la glisse. C'est un petit peu comme quand on fait du ski et qu'on fait des jolies courbes dans une pente, ou quand on est en moto et qu'il s'agit d'aborder une courbe avec le plus de rapidité, mais d'élégance possible pour que ça reste en sécurité. Eh bien, l'hélico, c'est pareil. C'est de la glisse et ce sont des courbes et il faut que ça se fasse en douceur parce que même si on est seul dans la machine, au bout d'un moment de se faire secouer, on finit par se rendre malade. Donc c'est ce que j'apprécie. Puis la mécanique nous le rend très mal en plus. Si on secoue la mécanique, elle finit par nous faire comprendre qu'elle en a marre. Donc un jour ou l'autre, on le paye. Donc c'est ce que j'aime aussi énormément dans le pilotage. C'est la finesse et la douceur avec laquelle on peut mener une trajectoire. Et ça, c'est vrai que malheureusement, François, avec son gros avion, il peut le faire très nettement moins. Il y a peut-être qu'au moment du poser où tout le monde applaudit parce que ça a été un kiss landing, on n'a même pas senti les roues toucher le sol. Mais ce sont ces petits moments de plaisir et je rejoins complètement la description que tu as faite de notre autonomie et de notre liberté avec des décisions qui se jouent pour mon métier juste sur quelques secondes. Et ce sont des dizaines et des dizaines de décisions qu'il faut prendre sur un vol qui font d'ailleurs que le soir, quand je rentre à la maison, eh bien, je prends plus de décisions. Voilà, je laisse faire la personne avec qui je vis, je me laisse porter parce que pendant toute la journée, je n'ai pas arrêté de prendre des décisions. Et c'est agréable. Sur les trajectoires, alors c'est vrai que dans un avion, souvent une trajectoire efficace, c'est aussi une belle trajectoire. Voilà. Nous, on a la contrainte du contrôle aérien qui bien souvent nous impose des trajectoires, mais il y a quand même pas mal de terrains, pas mal d'endroits dans le monde où on peut être un peu plus libre de nos trajectoires. Et nous, ce qu'on aime, c'est de faire une trajectoire fluide, en fait, avec la régression de vitesse, avec la sortie ce qu'on appelle des dispositifs hypersustentateurs qui permettent de voler moins vite, de continuer à être porté par l'air, mais à une vitesse plus faible. Et donc tout ça, on aime bien que ça se déroule de manière fluide. Tout le monde est content, nous, les passagers, la planète, parce qu'on a consommé moins de carburant. Donc voilà, c'est ce. Bon, après, non, on va peut-être pas parler d'œuvres d'art, mais en tout cas, on aime bien faire les belles trajectoires. En tout cas, aucune mission n'est anodine et parfois certaines sont plus difficiles que d'autres et vous conduisent à renoncer. Oui, bien sûr, il faut savoir rester à sa place et puis admettre qu'à un moment donné, on ne sait plus faire, quoi. Soit parce que les conditions se sont dégradées, soit parce que c'est au-delà de nos compétences, tout simplement. D'accord, donc les héros ont le succès modeste. Ouais, le renoncement, ça aussi, c'est une des grandes, des grandes vertus du pilote, c'est de savoir renoncer. Voilà. Alors les pionniers, eux, c'était l'inverse, c'était de savoir continuer. Mais maintenant, on est plutôt à l'ère du renoncement. Et c'est d'ailleurs une problématique difficile, c'est quel est le bon moment, quand est le bon moment pour renoncer. Voilà. Et ça, on est confronté à ça très, très souvent quand on a des conditions météo difficiles. Ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps en revenant de Cayenne vers Orly avec une météo vraiment pourrie et une approche qui ne s'est pas très bien passée avec des conditions de vent compliquées. Et donc là, la problématique, c'est est-ce qu'on décide tout de suite d'aller vers Lyon où les conditions sont bonnes, mais en sachant que les passagers, eux, ils vont à Orly. Donc après, il faudra revenir, on va perdre du temps, on va être fatigué. On vient déjà de faire un vol de nuit à 2, donc on arrive, on est déjà un peu explosé. Ou alors de retenter une approche en sachant que cette approche comprend un risque, puisque la météo nous a montré que les conditions d'approche étaient marginales. Donc voilà, c'est ce genre de décisions qui ne sont pas forcément évidentes à prendre. Il y a un choix à faire et parfois il vaut mieux renoncer que d'essayer systématiquement de passer, on va dire. Voilà, c'était la doctrine de l'aéropostale. Le courrier doit passer, mais il a fallu remettre en question tout ça pour arriver à aujourd'hui avoir des activités plus fiables. Il n'y a jamais de long vol tranquille. Si, il y a quand même des longs vols tranquilles, mais
Et il faut toujours être prêt à l'imprévu, et souvent c'est quand on s'y attend le moins ou quand on a le moins envie que ça arrive qu'un imprévu, ou qu'on se sent le plus en sécurité, et qu'on a l'impression qu'on a compris, ça y est, que tout roule. Bah, c'est là qu'on se prend une petite claque derrière la tête pour nous dire non, t'as pas tout compris encore. Parce que la montagne, la nature est là et qu'elle reste dominatrice quelque part. Oui, complètement. Voilà. C'est les éléments qui décident. Parfois, les humains aussi. Hein, l'humain est un des maillons faibles de la chaîne. En même temps, celui qui fait qu'elle vit. Mais voilà, l'humain a des failles aussi. Vous mettez en garde d'ailleurs contre ce qui est imprévisible, imparable et inconnu. Parce que il y a toujours une inconnue quelque part. Non? Oui, il y a toujours une part d'inconnu. On essaye, c'est ce que je disais tout à l'heure, la part d'inconnu, on essaye de l'apprivoiser un petit peu à travers un certain nombre de processus. Enfin, nous, notamment les briefings, par exemple, on essaye de préactiver nos réactions possibles à une part d'inconnu, mais ça, c'est simplement du travail, en fait. Du travail, se remémorer les process, nos procédures d'urgence, etc. Être toujours prêt à faire face à une situation qui, par définition, arrive très rarement. Alors, je pense que Pascal, il est soumis à plus d'inconnus, mais voilà, il a vécu une panne une fois, une panne de moteur qui n'était pas forcément au meilleur moment. Eh ben, il a fallu, en quelques secondes, prendre une décision pour éviter de se tuer. Et ce jour-là, c'est le fond, le fond de l'apprentissage, des choses un petit peu instinctives qui se sont ancrées, qui ressortent parce qu'on n'a pas le temps de réfléchir. Hein, je pense à cette panne d'Argentière. Tout ça, c'est raconté dans le livre. Et pour la retraite, bientôt, vous allez continuer à voler pour votre plaisir? Oui, c'est une drogue, hein, donc ça peut pas s'arrêter dans mon subconscient, ça peut pas s'arrêter comme ça du jour au lendemain parce que c'est une vraie drogue. Donc j'ai la chance d'être à la tête de ma propre entreprise. Si les choses vont bien, elle restera sur un plan familial et j'ose espérer que mon gamin permettra à son père de voler à ses côtés le jour où il en aura le besoin, il en aura l'envie. Sinon, il me tarde effectivement quand même de poser le manche et puis d'aller pratiquer cette montagne d'une autre façon, c'est-à-dire un petit peu comme nous tous, vous tous qui êtes ici aujourd'hui, à pied, tout simplement. Et puis vous pourrez aller faire le tour du Mont Blanc avec les touristes dans un vol payant pour regarder sous un autre angle la vallée. Est-ce que vous auriez des questions à poser à nos invités? Oh là, plein de questions. Alors, honneur aux dames. Simone. Ah oui. Bien sûr. Je peux dire un mot? Ouais. Ouais. Bien sûr, oui, évidemment, hein, cette part du secours en montagne constitue un des chapitres du livre. Comme on le disait, bon, c'est pas l'activité principale de Pascal, mais il est régulièrement réquisitionné. Enfin, en tout cas, son entreprise est réquisitionnée, que ce soit lui le pilote ou ses collègues. Et donc, oui, l'hélicoptère, c'est parfois la vie qui arrive, enfin la vie qui se poursuit grâce à l'hélicoptère. Et on a cette chance en fait en France hein, d'avoir une structure, enfin une organisation très structurée à ce niveau-là, avec des secours en montagne gratuits. Il y a parfois des débats là-dessus. Moi, j'ai découvert aussi les enjeux de pouvoir qu'il y a derrière entre les différentes structures qui se partagent le secours en montagne. C'est une chose qui est un petit peu étonnante de l'extérieur. Mais voilà, après Pascal, je pense là-dessus, il a l'engagement du pilote et la fierté aussi de participer à cette chaîne-là. Je pense pour tout pilote, c'est le côté peut-être le plus noble de l'emploi de l'hélicoptère. La question était, je la reformule pour l'enregistrement, on invoque la nuisance sonore de l'hélicoptère, mais son bruit peut être aussi salvateur pour la personne qui est en perdition.
Alors, les difficultés de pilotage et les dangers rencontrés. Les difficultés de pilotage, elles sont propres à l'environnement dans lequel on évolue. Je vais parler de ce que je connais, c'est la montagne. Donc, difficulté de pilotage en montagne, c'est le vent. Le danger, c'est le vent et le nuage. Et puis, le principal danger tout au long d'une carrière, je crois qu'au final, c'est le pilote. C'est le pilote avec un excès de confiance ou alors avec une pression du client, une pression de la mission. Ça peut être un secours. Et comme on le disait tout à l'heure, c'est effectivement la partie la plus noble de l'utilisation de l'hélicoptère, mais c'est aussi malgré tout la plus dangereuse, puisque, a fortiori, quand ce n'est pas son cœur de métier, et c'est le cas de mon entreprise, lorsqu'on est sollicité, on a tendance à vouloir pousser le bouchon peut-être le plus loin. Et quand on a, comme moi, la chance de voler dans le massif du Mont-Blanc depuis 35 ans, on a une expertise de cet environnement qui est poussée à son extrême. Mais malgré tout, on essaye sur ce type d'intervention d'aller peut-être encore plus loin. Et c'est là que le pilote devient le plus dangereux. Et c'est bien à ce moment-là d'être en équipage, puisque généralement je suis avec des beaucoup plus jeunes que moi, et j'ai toujours un œil sur la tête que va faire l'assistant de vol qui est avec moi, ou le secouriste. Et si je le vois se décomposer, j'ai compris qu'il y avait peut-être un degré à mettre en moins et qu'il fallait soit renoncer, soit procéder différemment. Autre question? Meilleur souvenir? Ben écoutez, meilleur souvenir, c'est le vol de demain qui m'apportera encore quelque chose de plus fabuleux, parce que des beaux souvenirs, j'en ai en permanence, quoi. Le vol dans le Boeing de François? Ah ouais, c'est prévu? Oui, tout à fait. Oui, je pense que ça restera un beau souvenir le jour où on pourra le faire. Oui, donc la question était sur le sujet de l'indépendance du pilote de ligne. Si on est en face d'un gros cumulonimbus, donc un nuage d'orage, est-ce qu'on a la liberté de faire ce qu'on veut, ou est-ce qu'on l'a pas, hein? Grosso modo, c'est ça. Voilà. Donc la réponse est que oui et non. C'est-à-dire que quand on est effectivement en contact avec le contrôle aérien, bah, évidemment, il faut le prévenir. Maintenant, il est clair que si j'ai un QNAM en face de moi, jamais je rentrerai dedans, quoi. Enfin, sauf si je fais une erreur. Donc, il y a des process qui sont prévus pour que si on n'a pas de contact avec le contrôle et si on ne peut pas avoir une autorisation, et ben quand même, on l'évite par nous-mêmes. Voilà. Alors après, il y a pas mal d'endroits dans le monde et de circonstances de vol où le contact avec le contrôle aérien est ténu, on va dire, notamment en Afrique. Certains espaces aériens, d'ailleurs, il n'y a pas de contrôle aérien du tout, notamment par exemple la Somalie, qu'on survole quand on va à la Réunion, voilà, pour ceux qui y vont. Mais non, là-dessus, oui, on a quand même une indépendance, on gère notre trajectoire, c'est plus, disons, on gère la trajectoire, mais on prévient le contrôle, tout en formulant les choses de manière, on demande l'autorisation de. Mais le contrôle refuse jamais, quoi, parce que c'est évidemment on peut pas, enfin on ne veut pas rentrer dans ce type de nuage, même si c'est arrivé, hein, ça arrivera encore, mais voilà. Enfin, s'il y a une indépendance du pilote, il y a une véritable dépendance du lecteur dès lors qu'il ouvre la première page du Joker, le livre de François Suchel sur la vie de Pascal Brun. Et une dernière question? Ah, deux questions. Ok, c'était ma question. C'est une question pour l'hélicoptère? Okay. Alors la question c'est, est-ce qu'on a un moyen d'aller au plus proche du danger? Si on a un brouillard à couper au couteau, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben surtout, on reste au café et puis on retrempe un croissant dedans.
Non, non, on ne sait pas voler dans le brouillard. Il y a des machines qui sont capables de faire des transferts de passagers. C'est par exemple le cas des appareils qui vont sur les plateformes pétrolières en mer du Nord, qui sont capables, comme François, de voler aux instruments. Mais c'est un métier dans le métier et c'est une machine qui est équipée pour faire ça. Mais les minima restent malgré tout assez, assez importants. On n'est pas dans le mètre ou dans le double mètre comme dans la marine. Le poser 0-0, c'est-à-dire où on n'a aucune visibilité, existe technologiquement aujourd'hui sur les appareils modernes qui sont développés en ce moment. Mais dans mon métier à Chamonix, je ne sais absolument pas faire et je ne suis pas du tout équipé pour ce genre de choses. François, lui, par contre, fait des approches avec des visibilités qui sont très, très diminuées. Oui. Voilà. Et quand il y a du brouillard, il faut monter au plateau d'Assy parce que à l'époque sénatoriale, on disait que le brouillard y était thérapeutique. Il y a une autre question là. Oui. Allez-y. Alors, vous êtes à côté de l'hôpital de Sallanches et il y a des hélicoptères qui se posent régulièrement de jour, mais également de nuit. Oui, oui, bien sûr. Ce sont des hélicoptères qui viennent dans le cadre du secours, hein, parce qu'on ne se pose pas à l'hôpital pour aller prendre le café avec les infirmières, même si des fois ça peut être sûrement très sympathique. Non, non, ce sont des machines qui volent de nuit, soit parce que la nuit est belle, c'est la pleine lune, auquel cas, on le sait tous, hein, on va se promener par pleine lune, on n'a pas besoin d'équipement spécifique. Soit bien souvent, ce sont des appareils qui se posent avec ce qu'on appelle des dispositifs de vision nocturne, c'est-à-dire qu'il y a des lunettes qui sont sur le casque et qui permettent de distinguer l'environnement dans lequel on évolue. Donc ce sont des pilotes du secours en montagne qui sont très entraînés à ce genre de choses et qui rapatrient sur l'hôpital un blessé ou un mourant ou qui viennent chercher un malade qu'il va falloir transférer sur un autre hôpital parce que ces soins le nécessitent. Et je dois dire que c'est l'une des spécificités, c'est la spécificité de l'hôpital de Sallanches d'être le seul hôpital de montagne. Et je pense que l'on peut se réjouir de ce balai d'hélicoptères de jour comme de nuit autour de l'hôpital, parce que le service des urgences et le service du secours en montagne des hôpitaux du Mont-Blanc, c'est un service prestigieux qui est reconnu dans le monde entier et qui exporte son savoir-faire, y compris au Népal et sur tous les continents. Ça nous éloigne du sujet, mais ça nous donne l'occasion aussi de partir en Himalaya avec, sans le secours en montagne cette fois-ci, mais avec François Suchel, qui a signé récemment aux éditions Glénat Liberté, foulée et fraternité, 2500 km de trail en Himalaya et sans hélicoptère. C'est aussi un adepte du vélo ou de la bicyclette. Il a écrit un certain nombre d'ouvrages racontant ses aventures à travers le monde, et notamment également sous les ailes de l'hippocampe, qui avait eu un prix ici même il y a quelques années. Je recommande donc le livre de François Suchel, Pascal Brun, pilote du Mont-Blanc, le Joker, et vous pourrez les retrouver sur le stand de la librairie et autour du salon, parce que je pense qu'ils vont rester quelques temps. En tout cas, je pense qu'on peut vraiment les remercier de nous avoir donné cette très belle leçon de vie et surtout cette leçon de modestie et d'apprentissage d'une certaine façon d'être et d'une réelle façon de faire et de faire pour les autres et dans des meilleures conditions qui soient. Donc c'est vraiment une très belle leçon d'exigence, de talent et d'efficacité que vous nous avez donnée et je vous en remercie.